Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Palais du Peuple a accueilli une cérémonie marquant et célébrant l'amitié entre la Chine et la République du Djibouti. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur a présidé l'atelier de lancement des activités de la loi nationale sur les réfugiés. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, à Gaza, Israël a tué 100 Palestiniens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le Palais du Peuple a accueilli une cérémonie marquant et célébrant l'amitié entre la Chine et la République du Djibouti, à travers une représentation musicale exceptionnelle donnée par la troupe artistique chinoise du Guangzhou. L'événement a été une occasion de renforcer les liens culturels entre les deux nations dans une atmosphère empreinte de convivialité et de partage. L'édition de cette cérémonie a vu la présence de nombreuses personnalités importantes, notamment le Premier ministre de Djibouti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumen Assoui, ainsi que les ambassadeurs des deux pays, à savoir Hu Bin, ambassadeur de Chine à Djibouti, et M. Abdallah Miguel, ambassadeur de Djibouti en Chine, étaient présents également pour marquer ces moments symboliques des coopérations bilatérales. La troupe artistique chinoise du Guangzhou a émerveillé l'auditoire en présentant des danses et des musiques traditionnelles d'une grande beauté, offrant ainsi un aperçu des riches patrimoines culturels de la Chine. Les spectateurs ont été captivés par l'élégance des performances qui ont appelé l'importance des échanges culturels dans le renforcement des relations internationales. Cette cérémonie témoigne une fois de plus de la solidité des liens entre la République populaire de Chine et la République de Djibouti. Direction l'Égypte, où les parlementaires arabes ont commencé les travaux ce matin et se sont focalisés sur les enjeux des questions géopolitiques auxquelles le monde arabe se trouve confronté. Conscient de ces menaces, les parlementaires arabes ont préalablement élaboré une convention parlementaire arabe relative au rejet de toute atteinte et aux droits inaliénables du peuple frère palestinien dans le déplacement forcé de Gaza, au soutien constant à leur cause et aux recherches des solutions appropriées pour la création de l'État palestinien indépendant. Cette convention, qui sera soumise à l'approbation des rois et chefs d'État arabes lors du prochain sommet, a été minutieusement examinée et approuvée par les présidents des parlementaires arabes. Dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, n'a pas manqué de souligner tout haut et haut fort le rejet ferme de la République de Djibouti du déplacement forcé du peuple frère palestinien. Le président de l'Assemblée a ensuite dénoncé vivement les actions provocatrices de l'État sioniste à l'encontre du monde arabe, principalement le Royaume frère d'Arabie Saoudite, et a retiré le soutien indéfectible de notre pays à la création de l'État palestinien indépendant avec pour capitale Jérusalem-Est. Retour à Djibouti, où une cérémonie officielle s'est tenue aujourd'hui au ministère des Finances pour marquer le lancement du projet de gestion des déchets solides et la construction d'un centre d'enfouissement technique financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. L'événement, qui a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre des Finances, M. Ilyas Moussoudooualé, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Affaires sociales, ainsi que le directeur général de l'Office des voiries de Djibouti et le directeur général de l'Agence djiboutienne de développement social. Ce projet d'envergure vise à moderniser la gestion des déchets à Djibouti en mettant en place des infrastructures adaptées et durables, la construction d'un centre d'enfouissement technique constitué d'une avancée majeure pour répondre aux défis environnementaux et sanitaires liés à l'accumulation de déchets solides dans le pays. Ce projet s'inscrit dans une politique plus large visant à promouvoir le développement durable et à renforcer les capacités des institutions locales. Les ministres, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur des projets qui avancent. Et pour moi, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ensemble. Parce que la clé du succès de ces projets qui sont multidimensionnels, c'est l'articulation entre les différents ministères pour que tout le monde s'aligne au même moment dans la même direction. Et votre engagement à tous les trois dans ce dossier a été constant depuis le début. Nous espérons conserver votre soutien dans la durée parce qu'au fond, nous allons faire deux choses en même temps.
Bien sûr, nous allons travailler sur l'aménagement urbain et le traitement des déchets. Et on a vu, les équipes nous ont présenté l'impact environnemental, social et sur la santé des populations. Mais nous travaillons aussi au développement de vos propres capacités. Écoutons la ministre à présent. Vraiment aujourd'hui très honorée, encore une fois, d'assister donc à cette cérémonie de lancement du projet qui nous tient tant à cœur et surtout qui tient au président de la République, parce que cette vision d'une capitale propre, cette vision d'une capitale belle est au cœur des fondements même économiques et sociaux de notre pays. On ne peut pas développer un pays si on n'arrive pas à gérer ses déchets. Et aujourd'hui, donc les directeurs et les équipes ici présents, des équipes des partenaires, mais également nos équipes ici, le directeur de l'Agence djiboutienne de développement social, mais également le directeur général de l'Office djiboutien des voiries, en tout cas de l'Office des voiries de Djibouti, prouve combien cette question était une question importante pour nous et une problématique que nous devrions régler. Ce que je voudrais rappeler ici, mesdames et messieurs, c'est que cette problématique a vraiment une intégration globale de toute la population. Eh bien, ce projet s'inscrit dans une politique plus large visant à promouvoir le développement durable et à renforcer les capacités des institutions locales en matière de gestion des déchets. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Permettez-moi donc à mon tour effectivement de proclamer effectivement en disant que c'est également un honneur donc ce matin pour moi aussi d'être donc présent au lancement de ce projet aussi bien important que l'a signifié et que l'a déclaré donc ma collègue donc de la solidarité. Effectivement, c'est une question qui est cruciale, qui est au centre donc du gouvernement, cette question donc de la problématique des déchets. Un certain nombre donc d'actions depuis un bon bout de temps sont menées donc au niveau donc de la capitale et au niveau donc des chefs-lieux. Problématique de la finalité donc de ces du lieu où vont donc terminer ces déchets reste toujours en suspens. Et au jour d'aujourd'hui, ce centre d'enfouissement technique est donc tombé à point nommé. Il sera bien sûr complémentaire avec un projet qui verra donc le jour également aussi bientôt, qui est le projet donc de la biomasse. Ce centre d'enfouissement technique est vraiment représente une étape majeure donc de notre stratégie de protection de l'environnement. Eh bien, voici les propos du ministre des Finances. C'est un projet de 16 millions d'euros qui va aller naturellement en plusieurs phases. Il y a eu un schéma directeur qui a été développé sur la gestion des déchets. Et nous espérons que ce n'est qu'une phase et une séquence de tout le processus par rapport à la gestion des déchets solides en République de Djibouti. C'est un projet qui non seulement va contribuer au bien-être de notre population, mais qui présente également des opportunités pour sauvegarder notre environnement, mais également et possiblement de créer des opportunités d'emploi et de richesse. C'est juste pour dire qu'on a besoin également, pas seulement de l'État, on a besoin du secteur privé, des investissements privés. Eh bien, lors de son allocution, le préfet de Djibouti a souligné les initiatives et les actions du gouvernement concernant la gestion des déchets, tout en valorisant le rôle crucial joué par les services des voiries de Djibouti. Il a souligné l'importance de suivre les règles en évitant de déposer les ordures n'importe où et n'importe comment. Il a aussi indiqué que des mesures et actions instaurées et des actions menées par l'État pour maintenir la propriété de la ville. Il a finalement mis l'accent sur le fait que les habitants de Djibouti ont également leur part à jouer dans la gestion des déchets et doivent adopter une attitude civique pour aider à créer un environnement plus sain. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, organisé un atelier de lancement des activités liées à la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Cet événement qui s'est tenu à l'hôtel Kapeski.
Cet atelier a été présidé par le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, et a vu la participation de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, les secrétaires généraux de 2 ministres, la représentante de la Banque mondiale à Djibouti, le secrétaire exécutif de l'ONARS, le secrétaire exécutif adjoint de l'ONARS et ainsi que le directeur général de la Roulos. Cet événement a rassemblé divers acteurs, y compris des représentants, des institutions, des organisations non gouvernementales, ainsi que des membres de la société civile. L'objectif de cet atelier était clair: renforcer la coopération et de sensibiliser les différentes parties prenantes sur les enjeux liés à l'accueil et à l'intégration des réfugiés à Djibouti. Au cours de la session, les discussions constructives ont eu lieu sur les meilleures pratiques et les stratégies à adopter pour garantir le respect des droits des réfugiés tout en favorisant leur contribution au développement socio-économique du pays. De Djibouti en faveur des populations vulnérables, apportant protection, dignité et espoir aux réfugiés et demandeurs d'asile. Ce parcours riche en défis et en succès est le fruit d'un travail collectif. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à faire de l'ONARS une institution phare dans le domaine humanitaire. Toutefois, nous ne pourrions évoquer cet engagement sans rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dont la vision et le leadership ont permis à Djibouti de s'imposer comme un acteur majeur en matière d'accueil et de protection des réfugiés. Pour plus de détails, écoutons la représentante de la Banque mondiale. C'est un honneur particulier que je suis parmi vous ce matin ici, dans le cadre de cet atelier de lancement de la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Cet événement reflète l'engagement continu de Djibouti, reconnu pour sa générosité et son ambition d'intégration, donc à améliorer les conditions de vie des réfugiés et des communautés hôtes présentes à Djibouti. Le ministère de l'Intérieur, à travers l'ONARS, joue un rôle majeur dans la protection et le renforcement des droits des réfugiés. Grâce à son leadership, nous avons pu, ensemble, à travers le projet intégré de résorption des bidonvilles, le PIRB, financer la déclinaison et l'opérationnalisation de la loi nationale sur les réfugiés, adoptée en 2017, et donc l'opérationnaliser en plan sectoriel. Le PIRB, soutenu par un financement total de 50 millions de dollars, dont 30 millions en dons de la fenêtre IDA, mise en œuvre par le ministère de la Ville, l'Urbanisme et l'Habitat, à travers Aroulos, vise à améliorer l'accès aux services essentiels et à renforcer les capacités institutionnelles. Les investissements dans les villages de réfugiés d'Aliadé et Kholkhol, qui abritent plus de 80% des réfugiés du pays, sont au cœur de ce projet. Suite à une large consultation avec les réfugiés et les communautés hôtes, ainsi qu'avec les autorités locales et les partenaires au développement, un programme d'investissement d'environ 2,5 millions de dollars est en cours de réalisation pour renforcer les systèmes d'approvisionnement en eau, améliorer la résilience aux inondations et connecter Kholkhol à la nouvelle gare ferroviaire. Eh bien, cet atelier marque une étape significative dans la mise en œuvre des politiques inclusives visant à améliorer les conditions de vie des réfugiés tout en répondant aux besoins des communautés d'accueil. Écoutons-le, la ministre de l'Habitat. Il m'est agréable aujourd'hui d'être présente au lancement de cet atelier qui porte sur la sensibilisation donc, des activités de la loi nationale sur les réfugiés. Comme vous le savez, la République de Djibouti, fidèle à sa tradition d'accueil et de solidarité, a franchi une étape cruciale en adoptant la loi nationale sur les réfugiés en 2017, laquelle a été promulguée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ainsi, cette loi témoigne de l'engagement du gouvernement djiboutien
envers la protection des réfugiés et leur intégration dans notre société. Cette loi est alignée sur les instruments relatifs au statut des réfugiés. Elle s'inscrit dans le cadre d'action globale pour les réfugiés. Notre ministère, donc, à travers Arilos, pilote le programme national appelé Programme Zéro Bidonville, qui est une initiative du président de la République. Un des axes principaux du projet qui est financé par la Banque mondiale est l'appui auprès de l'ONARS pour la mise en œuvre des activités relatives à la communication et la vulgarisation de la loi nationale sur les réfugiés. C'est ainsi que les investissements du programme Zéro Bidonville ont été étendus au-delà de la ville de Djibouti, en l'occurrence dans la région d'Ali Sabié, notamment dans les villages de Holhol et de Ali Adé. Ces deux villages qui accueillent 77% des réfugiés installés dans notre pays sont bénéficiaires de l'appui que le programme Zéro Bidonville apporte donc à ces deux localités. Les localités de Ali Adé et de Holhol sont les premières localités à bénéficier d'un plan d'aménagement urbain piloté par le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Eh bien, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de cette loi comme un cadre essentiel pour la protection des réfugiés, affirmant l'engagement du gouvernement djiboutien à offrir un environnement sécuritaire et accueillant. C'est un honneur pour moi ce matin de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier marquant le lancement des activités relatives à la mise en œuvre de la loi nationale sur les réfugiés. Ce moment représente une étape clé dans notre engagement sans relâche à préserver et à protéger la dignité des populations qui sont forcées à l'exil. Mesdames et Messieurs, sous la vision éclairée de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, le gouvernement de Djibouti a toujours mis la solidarité internationale et la protection des réfugiés au cœur de ses priorités. Ce principe profondément ancré dans nos valeurs culturelles et religieuses a été concrétisé par l'adoption d'une loi solide, notamment la loi numéro 159 de l'année 16, 7e législature, régissant le statut des réfugiés. Cette législation est en parfaite adéquation avec les principes du Pacte mondial pour les réfugiés et reflète les engagements pris par notre pays lors des forums mondiaux de 2019 et de 2023. Bien sûr, nous sommes convaincus, par ailleurs, que l'élection récente de notre compatriote, M. Mohamed Ali Youssouf, à la tête de la Commission de l'Union africaine, favorisera la pacification de notre région et contribuera à la résolution des crises dans les pays voisins afin de freiner l'afflux massif de réfugiés. La faculté d'ingénierie de l'Université de Djibouti a été annoncée sa première édition de la conférence scientifique internationale sur l'énergie et ses applications, prévue du 25 au 27 février à Haïla Grand Hôtel. Cet événement, qui fait partie de la vision Djibouti 2035, réunit des experts pour discuter des solutions énergétiques durables, notamment dans le domaine du solaire, de l'éolienne et de la géothermie. Outre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, accompagné du président de l'université, Jama, les experts présents tels que Dr Mohamed, Dr Ibrahim Dinser, Dr Abdurrahman Herkan, ont échangé sur les enjeux énergétiques actuels. Ils ont abordé l'importance des énergies renouvelables pour Djibouti et la coopération internationale pour rendre l'énergie durable accessible. L'Université de Djibouti poursuit également des projets régionaux comme le transfert technologique à des universités de la région, notamment celles d'Amoud, Djigdjiga et Hargeisa. Le projet Mobile Studio permet aux étudiants des pays en développement d'explorer l'estime avec des kits portables et abordables.
Le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Enseignement supérieur, accompagnés du président de l'université, ont visité les laboratoires d'énergie de la faculté d'ingénierie. Ils ont soutenu ces initiatives et proposé d'étendre ces approches à d'autres domaines. Steve. Pour annoncer la conférence internationale sur les énergies et ses applications qui aura lieu du 25 au 27 février prochain à l'université de Djibouti, organisée avec l'appui de Istanbul Technical University. Cette conférence, l'objectif principal, c'est de discuter, d'échanger sur les dernières évolutions et technologies en matière d'énergie. L'énergie, comme vous le savez, est essentielle pour toute activité humaine et en particulier pour le développement socio-économique et industriel des pays, en particulier nos pays africains. Donc l'objectif, c'est aussi de débattre sur ces innovations technologiques, en particulier les énergies renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, la géothermie, où on a pas mal de publications dans ce domaine. Cette conférence regroupera une cinquantaine d'universités qui sont venues à travers le monde, avec des sommités, des personnalités, des sommités internationales, comme le professeur Ibrahim Dinger qui est à mes côtés, ou le professeur Abdrahman Satman, qui sont des personnalités reconnues dans leur domaine, qui nous ont fait l'honneur de participer à cette conférence, d'être des keynote speakers et dans le comité scientifique. Eh bien, ces efforts renforcent le rôle de Djibouti comme leader régional dans la transition énergétique et l'innovation éducative. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, et le ministre de l'Énergie, M. Younis Ali Guedi. Nous sommes en phase de travailler aujourd'hui sur la politique énergétique nationale qui a quatre grands fondamentaux. Les quatre grands fondamentaux de la politique énergétique du pays sont d'abord une production d'énergie nationale, la production des énergies renouvelables, l'accès à l'électricité à nos concitoyens, et enfin l'efficacité énergétique et amorcer la transition énergétique, comme vous le savez très bien, Djibouti, où nous consommons plus de 80% aujourd'hui d'énergie renouvelable. Pourquoi énergie renouvelable? Nous consommons l'électricité qui nous vient de l'interconnexion électrique éthiopienne. Nous utilisons aussi notre propre énergie nationale, qui est le projet éolien de 60 MW de Cobex. Nous avons amorcé la construction du projet solaire du Grand Bara. Nous travaillons sur le projet biomasse et hydrogène aussi. Donc nous avons des objectifs bien tracés avec cette politique énergétique gouvernementale et cette tranche énergétique que nous voulons amorcer en 2035. De par cette politique et ces grandes lignes stratégiques qu'a tracées le gouvernement de Djibouti, il nous faut, si nous voulons amorcer, si nous voulons travailler sur toutes ces énergies, il nous faut aussi le savoir, la recherche, les applications qui vont avec. Et sur ce, le ministère de l'Énergie s'appuie sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Université de Djibouti pour pouvoir développer et adapter des solutions propres pour notre région et plus précisément Djibouti. Conférence très importante, donc conférence internationale sur l'énergie et ses applications. Comme je disais tout à l'heure en introduction, je pense que les problèmes énergétiques vont être des problèmes encore de plus en plus cruciaux parce qu'elles sont au cœur du développement socio-économique de tout pays. Et à défaut donc d'avoir des ressources comme le pétrole ou le gaz à Djibouti, nous sommes un pays appelé à travailler avec nos propres ressources qui sont l'éolien, le solaire, la géothermie, l'hydrogène qui est en prospection bien sûr,
Et puis l'hydrolien, là actuellement, qui est en prospection sur le Goubet. Donc cette conférence que nous soutenons est la bienvenue et nous félicitons bien sûr l'initiative de l'Université de Djibouti parce qu'elle tient compte de cet environnement et de se dire comment dans cet environnement dans lequel se trouve le Djibouti et le monde, hein, nous partageons les mêmes problématiques, de se dire qu'est-ce que les chercheurs, qu'est-ce que les praticiens de tous les jours, qu'est-ce que les techniciens, chacun peut dans son domaine par rapport à ces problématiques futures de l'énergie, qu'est-ce qu'on peut apporter. Dans cette conférence, 50 pays seront représentés à travers leurs universités, leurs centres de recherche, pour discuter, d'abord partager leur expérience, créer des réseaux, apporter de nouvelles connaissances et permettre à chacun des participants de laisser libre cours à ses initiatives en matière, mais surtout de faire que Djibouti soit au cœur de ces problématiques énergétiques qui sont également liées avec l'environnement. Donc, un des aspects importants qui n'a pas été négligé, comme je disais tout à l'heure, c'est également la part du numérique dans ces énergies nouvelles et renouvelables. Et on va parler probablement, Monsieur le Président de l'Université, de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui un outil pour accélérer la recherche d'abord, à travers les modélisations mathématiques, qui va accélérer le système de gestion de toutes les infrastructures que nous sommes en train et de se prémunir d'un certain nombre de risques. On reste toujours dans le domaine énergétique plutôt, mais cette fois-ci, on va vers le nord du pays où le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a présidé une réunion de concertation et d'information des parties prenantes du projet d'électrification du village de Dora et de Adaïlou, qui s'est tenu à l'hôtel Gadilé de Tadjoura. Cet atelier avait pour objectif la concrétisation de l'électrification de ces deux villages. Ces réunions a vu participation des membres du gouvernement, à savoir le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Moussa Heleb, le ministre de la Décentralisation, Qassim Haroun Ali, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, des autorités locales, à savoir le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, le préfet adjoint de Tadjoura, Habib Djilani, le sous-préfet des villages de Dora et de Adaïlou, à savoir Abdallah Kamil et Mohamed Hassan, et un représentant du PNUD. Il allait souligner aussi la participation active de la société Proxy Group et de Huawei, société chargée de la construction des centrales solaires dans les deux villages de cet événement. Pour l'électrification. Aller vers le développement, c'est la plus grande chose qu'on peut rendre aujourd'hui à nos populations. Pour les régions du Nord, on peut prévoir aussi des projets de développement touristique. Je félicite pour en part le ministre de l'Énergie parce qu'il n'arrête pas depuis l'année dernière de programmer des projets d'électrification rurale. Chacun de nous, on doit penser à construire les régions. En tant que primature, nous allons travailler avec vous main dans la main et Inch'Allah, je prie le bon Dieu pour que tout avance comme le président de la République le veut et comme vous allez le programmer, Inch'Allah. Eh bien, le résultat attendu de cette réunion était la validation et l'électrification du village de Dora, le choix de l'emplacement de la future centrale solaire et sur l'état d'avancement des travaux sur le terrain. Écoutons le ministre de la Décentralisation et le ministre de l'Environnement. Pourquoi c'est un défi mondial? Parce qu'aujourd'hui, la politique du président de la République, c'est d'électrifier toutes les régions, et même les régions les plus reculées. Pourquoi? Parce que sans électricité, sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Le groupe qui a été délivré à Dora, ça a été délivré par le ministère de la Décentralisation. Et l'électrification a été faite par le ministère de l'Énergie. Donc le ministère de la Décentralisation est au premier plan pour le développement des régions et en premier lieu pour que toutes les régions, même les plus reculées,
soit électrifié pour que toutes les régions soient au même niveau. L'électrification a déjà commencé, soit effective. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en vitesse de croisière dans les régions pour l'énergie renouvelable et surtout pour l'énergie solaire. Et cela prouve quoi? Cela prouve qu'aujourd'hui, nous sommes en phase du développement des régions. Et ce développement se fait grâce à la politique du président de la République. Le projet a été initié par le ministère de l'Environnement avec l'appui du Fonds mondial de l'environnement, bien sûr aussi avec la collaboration du ministère de l'Énergie qui est le ministère focal pour tout ce qui est l'électrification rurale. Ces projets arrivent à un moment vraiment crucial pour notre pays où le président de la République, dans sa vision de 2035, a donné comme instruction d'électrifier tous les coins reculés du pays. Donc on a pu constater que le village de Dora a présenté plus de ménages à électrifier parce que ça dépendait de structures de ménages et d'adaptation. On a vu que beaucoup de ménages étaient en dur comme on voulait. Donc le ministère de l'Énergie a apporté les suppléments de financement qui nous manquaient. Donc nous nous réjouissons parce que nous attendons encore d'autres financements. Ça, c'était des projets pilotes. Une vingtaine de villages ont été identifiés et listés par le ministère de l'Énergie. Eh bien, pour plus de détails sur ce projet, écoutons le ministre de l'Énergie. Merci encore pour cette fructueuse réunion d'aujourd'hui qui a été très enrichissante. J'aimerais, moi, revenir sur deux aspects uniquement sur les projets en cours. Donc, nous avons fait le choix de Dora. Dora était petite, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous avions voulu? Nous avions voulu augmenter la capacité de Dora sur fonds propres. C'est pour cela que le gouvernement de Djibouti va investir encore 100 kilos. Ça fera 154 kilos pour le village de Dora, qui va fonctionner 24 heures sur 24. Vous savez très bien que la société aujourd'hui, Huawei, est une société qui est à la pointe de la technologie. Nous avons aujourd'hui toute la technologie nécessaire et nous avons pensé aussi au futur pour le développement d'Ora. Nous savons très bien qu'à Adelou aujourd'hui, pourquoi nous avons mis 150 kilos à Adelou? Nous savons qu'aujourd'hui, lorsque la centrale sera finie, il y aura d'autres habitations qui vont s'ajouter, il y aura d'autres maisons qui seront construites. Et parce que nous avons l'expérience de Assaïla. À Assaïla, nous avons commencé 150 kilos avec 300 ménages. Nous voulons que les villages soient très bien urbanisés, avec des routes qui sont bien établies pour la connexion électrique, l'eau, le téléphone et tout. Donc, qu'est-ce que nous demandons aux autorités locales? L'urbanisation, qu'elle soit faite avec des plans détaillés, avec la direction de l'urbanisme du ministère de la Ville et de l'urbanisme, pour pouvoir après connecter comme il faut ces maisons. Mais nous allons augmenter cette capacité. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons d'abord que les ingénieurs du ministère, mais aussi les techniciens des villages de Dora et de Adelou soient formés pendant la construction des deux centrales solaires par la société. Ça, c'est un point. Pour qu'ils aient la technicité et le savoir-faire de la centrale. La société, aujourd'hui, nous avons un cahier de charges qui a été bien établi. La société va nous accompagner durant la construction, mais aussi durant la pré-construction avec la production d'énergie. Il y aura une durée d'une année ou de 2 ans que la société va nous accompagner. Donc, cela aussi, c'est dans le cahier de charges qui a été fait avec la société Proxy Huawei. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons former le maximum de techniciens et d'ingénieurs pour la pérennité des deux centrales. Nous demandons aux autorités locales de nous accompagner durant la phase de construction, que la société Proxy Huawei et les techniciens du gouvernement de Djibouti seront là et de veiller au bon déroulement des travaux qui vont se faire sur Dora et Adelou. Santé à présent, où la Société djiboutienne de pédiatrie a organisé sa toute première assemblée générale ordinaire au Premium Best Hotel, avec pour ambition de faire progresser la pédiatrie et la santé de nos enfants. L'ouverture de cette assemblée s'est déroulée en présence des hauts responsables de la société, notamment la présidente, Dr Emma Assina, la vice-présidente, Dr
le vice-président plutôt, le Dr Abdurrahman Moumin Douxié, ainsi que le secrétaire général, Dr Yassine Gaz. Outre les officiels, l'événement a également réuni des médecins pédiatres du pays, des plus expérimentés aux plus jeunes, pour tenir la première assemblée générale ordinaire de leur jeune association professionnelle. La Société djiboutienne de pédiatrie est une initiative louable qui vise à promouvoir et développer la santé de nos enfants. La Société djiboutienne de pédiatrie a été créée afin de mieux structurer la discipline pédiatrique, renforcer les compétences des professionnels de santé et promouvoir des soins de qualité pour chaque enfant sur l'ensemble du territoire national. Écoutons à présent un extrait du discours de la présidente de la Société djiboutienne de pédiatrie. Vraiment avec une immense fierté et une profonde émotion que je prends la parole aujourd'hui pour ouvrir officiellement la toute première assemblée générale de la Société djiboutienne de pédiatrie. Il y a seulement 3 mois, nous avions posé ensemble les bases de cette grande aventure avec une vision commune. Cette vision, c'est faire avancer la pédiatrie à Djibouti et améliorer la santé de nos enfants. Notre jeune société est née d'une nécessité et d'un besoin urgent d'unir nos forces pour mieux structurer notre discipline, renforcer les compétences des professionnels de santé et promouvoir des soins de qualité pour chaque enfant sur notre pays. Nous avons voulu créer un cadre fédérateur, un espace d'échange, de formation et d'innovation où chaque acteur de la santé pédiatrique puisse contribuer à l'amélioration des pratiques et à l'évolution des politiques de santé. Nous avons défini nos missions, établi les premiers partenariats et commencé à poser les bases d'un plan d'action structuré. Cette Assemblée générale marque réellement un tournant décisif. Elle est l'occasion de présenter le début de nos réalisations, d'établir nos priorités et de mobiliser davantage de ressources et d'engagement pour l'avenir. Nos ambitions sont grandes et nos défis le sont tout autant. Nous devons renforcer la formation médicale continue pour les pédiatres et tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des enfants. Nous devons collaborer étroitement avec le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi qu'avec nos partenaires djiboutiens, nationaux donc et internationaux. Direction le nord du pays où le président du conseil régional de Bok, M. Mohamed Ismail, s'est rendu à Adguino. Durant son déplacement, il était accompagné par Madame la représentante de l'UNICEF, Bit Destel, et son staff. La délégation s'est rendue dans cette localité la plus reculée de la région de Bok, se trouvant au pied du mont Moussa Ali, afin de s'entretenir avec la population sur les difficultés quotidiennes à laquelle elle est confrontée. À son arrivée, la délégation fut accueillie aux alentours de l'école par la population de Adguino, avec à sa tête le sous-préfet de Dada Ali, Alali Dada, M. Mohamed Ali Omar. Au cours de ce déplacement, une rencontre a eu lieu avec les leaders communautaires, les femmes et les jeunes. Le président de la région et le sous-préfet, la représentante de l'UNICEF, ont été interpellés sur la situation de la problématique liée à la soif, malgré la densité de la population, l'existence d'une école. La seule infrastructure de base, les habitants de Adguino doivent faire face à une corvée pour ramener de l'eau. Cependant, le MENFOP et l'UNICEF ravitaillent la cantine scolaire. Les échanges ont également porté sur notamment les difficultés liées à l'accès au manque d'une structure sanitaire, la malnutrition en touchant les enfants. Les autorités et la représentante de l'UNICEF ont assuré la communauté sur les efforts du gouvernement de la République de Djibouti avec les partenaires pour trouver des solutions et solutionner le problème d'accès à l'eau potable. Les démarches sont déjà entreprises pour débuter les études géophysiques. Ainsi, les acteurs de la société civile issus de la communauté.
rapport à la nutrition, à la santé, et continuer bien sûr avec l'éducation à côté des autorités. Ça, c'est notre priorité. J'ai beaucoup aimé aussi votre déclaration de mettre fin à la pratique néfaste de MJF. C'est très mauvais pour la santé, mais pas seulement pour la santé, mais aussi pour le bien-être des femmes et pour toute la communauté. Direction le sud du pays, où dans le cadre des missions régulières de l'état-major de l'armée djiboutienne, qui poursuit sa mission dans les localités de Koutoubouya et Sadil, accompagné du sous-préfet de la région d'Assaïla et du chef du corps du régiment interarmé de Dukil. À leur arrivée à Koutoubouya, la délégation a été chaleureusement accueillie par les habitants qui ont exprimé leur reconnaissance envers les efforts des autorités militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cet accueil a mis en évidence la solidarité et la coopération entre les forces armées et les populations locales. Cette mission s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour renforcer la sécurité et soutenir les communautés locales. Durant cette visite, l'équipe a échangé avec les habitants et les autorités locales pour mieux comprendre leurs besoins, identifier les priorités afin d'améliorer les conditions de vie et garantir une sécurité durable dans ces régions. Dans le cadre de ces missions régulières, l'état-major de l'armée djiboutienne poursuit un travail essentiel pour assurer la sécurité, la stabilité et le bien-être des citoyens dans différentes régions du pays. Récemment, une nouvelle mission a été menée dans la localité de Koutoubouya, située dans la région d'Assaïla, sous la direction du sous-préfet local et du chef de corps du régiment interarmé du Kil. Puis la délégation a été accueillie à Sadel par les habitants de la localité. Ce geste d'accueil a témoigné de la relation de confiance et de solidarité entre les forces armées et les communautés locales en respect fondamental et la stratégie de sécurisation des développements dominés par l'armée. Les habitants ont exprimé leur profonde gratitude envers les efforts déployés par les autorités militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Un signe clair de la reconnaissance de la population envers les initiatives visant à renforcer la sécurité et à promouvoir les conditions de vie décentes dans ces zones parfois vulnérables. Fait divers à présent, un accident de la circulation s'est produit sur la bretelle du quartier communément appelé Vietnam, impliquant un camion transportant un autre camion industriel. En effet, suite à un freinage brusque, le chargement a percuté la cabine, causant des blessures au conducteur et le renversement du camion transporté. Suite à son distraction par les pompiers, le conducteur a été évacué en toute sécurité vers le centre hospitalier universitaire. Pour dégager la voie, la grue élévatrice de l'escadron de sécurité routière a été mobilisée. Cette opération, qui s'est avérée périlleuse, a duré plusieurs heures en raison de la complexité du chargement et de son poids extrêmement élevé. Durant toute la durée, l'intervention de la circulation a été régulée par les gendarmes de la brigade routière de PK12. On reste toujours dans le domaine fait divers où, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises, une opération de saisie de cas de contrebande a eu lieu à l'école militaire de l'armée de Hol-Hol. Les équipes de douane mobile de l'école militaire de l'armée de Hol-Hol ont démontré l'engagement indéfectible envers la préservation de l'intégrité économique nationale. Au cours de cette opération, les agents des équipes mobiles de la douane et l'école militaire de l'armée Hol-Hol ont réussi à intercepter environ 5 colis de 4. La saisie a été suivie par
d'une action immédiate sur le terrain où les produits saisis ont été incinérés. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais, Israël a également blessé 820 personnes et entravé des dispositions humanitaires essentielles prévues dans l'accord. Ferdous Hussein. Bureau des médias, Salama Marouf a également accusé Israël d'entraver la mise en œuvre du protocole humanitaire lié à l'accord du cessez-le-feu. Il a précisé que la dernière victime a été enregistrée tôt vendredi dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Il a ajouté que depuis le début de l'accord le 19 janvier dernier, l'armée israélienne avait commis plus de 350 violations, la plus grave étant l'obstruction de l'aide humanitaire prévue par le protocole. Le Hamas a dénoncé des violations majeures de l'accord, notamment les attaques contre les Palestiniens, des retards dans le retour des déplacés vers le nord de Gaza et des restrictions sur l'entrée des biens essentiels tels que les matériaux d'abri ainsi que des carburants et des équipements nécessaires au déblaiement des décombres et à la récupération des corps. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.